selon de nombreux observateurs qui ont suivi le processus d'installation de ces multinationales qui exploitent l'uranium au Niger. Car pour beaucoup, en 53 ans, le Niger n'a pratiquement pas bénéficié de grand-chose de son uranium. En témoigne l'état de pauvreté des populations, le manque d'infrastructures dans le pays, l'énergie qui fait défaut. Bref, mesdames et messieurs, bonsoir et comme annoncé, le grand débat est à Arlit. Arlit, cité minière située à plus de 1200 km de Niamey, la capitale. Une ville qui a construit son histoire autour de l'exploitation des gisements de l'uranium à travers plusieurs sociétés dont les plus connues sont la Cominac et la Somaïr. Des sociétés appartenant aux entreprises françaises qui, dès 1971 et 1978, ont démarré l'exploitation de l'uranium au Niger. En effet, de la Cogema en passant par Areva et Orano, ce sont 53 ans d'exploitation d'uranium dans le sous-sol nigérien dont nous tenterons ici de dresser un tableau au cours de cette émission spéciale Grand Débat depuis Arlit. Et pour ce premier numéro de votre émission, nous nous intéressons ce soir sur l'histoire de l'exploitation de l'uranium à Arlit par la Cogema, Areva et Orano pendant plus de 5 décennies et faire un bilan de toutes ces années d'exploitation de l'uranium dans notre pays. Un bilan peu réalisant et assez mitigé selon de nombreux observateurs qui ont suivi le processus d'installation de ces multinationales qui exploitent l'uranium au Niger. Car pour beaucoup, en 53 ans, le Niger n'a pratiquement pas bénéficié de grand-chose de son uranium. En témoigne l'état de pauvreté des populations, le manque d'infrastructures dans le pays, l'énergie qui fait défaut. Bref, l'exploitation de l'uranium par la France de la vie de nos concitoyens a exacerbé le degré de dénuement des populations nigériennes et jeté le pays dans la misère et la pauvreté. Et pour parler de cette situation quelque peu dramatique, nous avons invité sur ce plateau installé dans l'enceinte du site de Imoraram SA des personnes averties qui vont nous parler des 53 ans d'exploitation de l'uranium au Niger et ses conséquences pour le pays. Et comme invité, nous avons M. Abassa Moukela, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des mines. M. Al-Mustafa Alassane, président de l'ONG Agirman, et M. Ramar Ila Tougef, secrétaire général de l'ONG Agirman. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de l'exploitation de l'uranium par la Cogema, devenue un peu plus tard Areva et Orano de nos jours. Comment s'est effectué le processus de l'installation de ces multinationales à Arlit? Quel bilan peut-on tirer de l'exploitation de l'uranium au Niger pendant 53 ans? Quelles sont enfin les conséquences pour la région? Des questions qui feront l'objet de notre débat et dont nos compatriotes attendent d'être éclairés. Et pour entamer ce débat, cette toute première question, parlez-nous un peu de l'histoire de l'exploitation de l'uranium à Arlit, une ville qui est connue à travers le monde avec l'installation de ces sociétés exploitantes de l'uranium dans la Cominac ou la Somaïr. Monsieur l'ACG, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Bonsoir, merci. Est-ce qu'on peut dire cette histoire de l'exploitation de l'uranium pendant un peu plus de 50 ans? Près d'un demi-siècle, sinon un peu plus de demi-siècle, monsieur le CG. Voilà, donc vous l'avez dit, 53 ans, c'est un demi-siècle qu'au Niger, on est en train d'exploiter de l'uranium. Nous savons que Somaïr a commencé son exploitation donc en 71. En 1971. Et Cominac 7 ans plus tard. D'accord. Alors, il faut dire que ces deux sociétés-là, tous appartiennent donc à Cogema à l'époque, et devenu plus tard Areva et Orano aujourd'hui, voilà. Qui est une multinationale française. Donc, c'est bien évidemment, il fallait faire des recherches avant, donc pour arriver à la phase d'exploitation. C'est ça. Donc, il a été reconnu que les sites donc, de Somaïr et de
Cominac était donc rentable. Ce qui fait que donc l'exploitation a pu démarrer et continuer jusqu'à Neuville, où le 31 mars 2021, donc Cominac donc avait arrêté ses activités d'exploitation. Alors que jusqu'à aujourd'hui, comme le sommaire continue, le sommaire a encore une visibilité théorique de 10 ans. Donc voilà, on a ces deux entités, ces deux sociétés minières-là, donc entre-temps, ils ont pu voir donc accroître leur production, donc jusqu'aux événements donc de Fukushima, où donc le prix de l'uranium donc a baissé, et du coup qui a aussi entraîné donc des conséquences négatives donc sur la trésorerie. D'accord. Merci, monsieur le chef. Monsieur Moustapha, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat qui est répondu sur cette histoire de l'exploitation de l'uranium qui a duré un peu plus de 50 ans, 53 exactement. Merci, Tchamogo, de nous avoir invités à ce plateau du grand débat. 50 ans d'exploitation, 50 ans de dépopulation. D'accord. Et 50 ans après, et si vous voulez, 50 ans après, aujourd'hui encore Arlit, ça ressemble à des ruines. Ah oui, ça on l'a vu, hein. Et si vous voulez, l'exploitation de l'uranium par Orano, Kojima, appelé les forgerons depuis le temps, est fondée sur des mensonges. D'accord. Parce que dans les années 68, on a réuni les Nigériens pour leur dire si on acceptait l'exploitation de l'uranium, Arlit sera comme Paris. Voilà, c'est de là où est devenu le nom du deuxième Paris. D'accord. Mais malheureusement, 50 ans après, aujourd'hui, nos enfants, pour lire leurs leçons, contrairement aux Français et aux Allemands, qui sont alimentés en énergie par l'énergie du Niger, nos enfants lisent leurs leçons avec des lampes à pétrole. C'est ça la désolation. Après ça, nous avons aussi tout ce qui est là comme déchets. Nous allons nous retrouver bientôt avec à peu près 175 tonnes, millions de tonnes de déchets qui ont une vie de presque, j'allais dire, 4 milliards d'années. Donc c'est ça l'exploitation de l'uranium pendant 50 ans. Bien sûr, pourquoi je disais que c'est des mensonges, il faut vous dire aussi qu'on a chassé, si vous voulez, les populations de leur localité, parce que Arlit était une zone d'élevage par excellence. Mais on a chassé ces gens, on a chassé la faune, on a chassé la flore. C'est ça aujourd'hui le résultat de 50 ans d'exploitation. Parce qu'au départ, on a les bois à 5 km à 5 km d'Arlit, ou à 3 km. Et aujourd'hui, c'est à 300 km d'Arlit qu'on a des bois de chauffe. Parce qu'Arlit avait besoin de milliers de mètres cubes de bois par an pour l'exploitation, pour les besoins de la cuisine. Et Orano, ou Kojima appelé le Convoulé, n'a rien fait pour essayer pour la protection de l'environnement. Parce qu'il aurait dit quand même penser qu'il faut mettre du gaz ou etc. des choses comme ça pour la protection de l'environnement. Il n'en est rien. C'était des bois de chauffe qu'on en a amené. Aujourd'hui, ces bois de chauffe nous viennent des Tchimia, d'Iferouane. Iferouane, c'est à 160 km d'ici. Mais là-bas, il faut dire que les ménagères n'ont pas de camions. Elles vont les chercher sur leur tête. Les ménages, je ne sais pas où est-ce qu'elles les prennent. Donc, on assiste à ces désastres pendant 50 ans. C'est vraiment un désastre. C'est un désastre. Et sans oublier qu'on a pris les ressources quand même, qui sont parties. Là aussi, c'est aussi un autre désastre. Donc, il n'y a pas de mots pour expliquer le mal que nous sentons par rapport à l'exploitation de l'uranium pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Aujourd'hui, la question nous qu'on pose, mais en fait, ces ressources-là, c'est un malheur pour les Nigériens ou c'est un bonheur ou c'est un malheur? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pour le moment, c'est le malheur. Parce que j'ai vu Orano qui brandit d'aller en justice, en dehors de tous les déchets qu'on après peut-être l'annulation du permis de retrait par le gouvernement le 24 juin dernier. Exactement. Donc, c'est des choses comme ça. En fait, là, il faut dire Orano, malheureusement, quand ils arrivent au Niger, ils laissent leurs oreilles en France. Ils n'entendent pas. Parce qu'en 2007, je me rappelle, on a été pour dire à Orano ce que vous faites à Imo, ce n'est pas bon. Ils ont réuni, je ne sais pas, une quatre-vingtaine de personnes pour dire que c'est l'audience publique. On s'est battu pour que ce soit vraiment une audience publique. On les a déménagés pour les amener à la bourse de travail au niveau d'Agadez. Mais tout ça là, tout ce qu'on leur dit il y a 20 ans,
Malheureusement, Ils n'ont jamais écouté. Ils n'ont jamais écouté. Ouais. Donc voilà. D'accord. Merci Al-Moustapha, merci beaucoup. Oui, monsieur le SG, bonsoir Rama. Bonsoir, monsieur bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à ce que déjà les deux là ont déjà avancé? Moi, pour schématiser, j'allais dire que l'histoire de 50 ans d'exploitation d'uranium est une aventure. Une aventure. Entre deux personnes. Ok. Une personne c'est la France, l'autre personne c'est le Niger. Pour une personne ça s'est très bien passé, Et pour l'autre c'est la tragédie. Bon. Pourquoi la tragédie? Ça s'est bien passé puisqu'ils ont pu alimenter leurs bombes nucléaires, ils ont pu avoir l'électricité, ils ont pu avoir tant de choses qu'ils peuvent savoir à travers tout ça. Bien sûr. Mais nous, 50 ans après, c'est quoi? Jusqu'à présent, on achète du courant au Nigeria. Rien. D'accord. On n'a rien eu par rapport à ça. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est l'uranium seulement. On a exploité l'uranium pour schématiser. L'autre élément encore, on avait du charbon à côté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit une usine pour produire de l'électricité en plus. Et cette électricité-là est destinée à qui? Cette électricité est destinée à extraire l'uranium qui va produire l'électricité de France. Donc, nous avons exploité et notre uranium et notre charbon pour rien, alors que nous, on n'a pas eu l'électricité. On a vendu, on a fait envoyer en France et l'électricité de l'uranium et l'électricité du charbon. On a perdu tout. Voilà donc la tragédie pour moi. Et ils s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien. Et quand on regarde Imor Arène, c'est quelque chose qui est bizarre. Tous les 7 ans, 2007, c'était donc l'année où Tanja avait accordé le permis d'Imor Arène. Oui, tout à fait. 2014. Donc c'est l'année où on a négocié l'accord stratégique. Ce qu'on appelle l'accord stratégique, c'était le moment de Issoufou Mamadou, donc on a négocié l'accord stratégique. 7 ans après encore, on a négocié l'accord global. Vous voyez le cheminement? Le cheminement, tout à fait. Accord de Tanja, accord stratégique, accord global. Parmi tous ces accords-là, le seul qui a tenu, c'est celui de Tanja. Celui de Tanja, donc aujourd'hui, il a obligé Orano à commencer l'exploitation du gisement. Donc il est parti 4 ans après. 4 ans après, ils ont arrêté. Et on a signé l'accord stratégique. Je ne sais pas en quoi... Je précise à notre télévision que sur le site justement d'Imor Arène, c'est un site pratiquement vide. Voilà, c'est là. La preuve est là. Voilà. Même les arbustes sont là, on le voit là. On le voit ici, allez-y. Donc, on a signé l'accord stratégique. Je ne sais pas en quoi est-il stratégique pour le milieu. D'accord. Maintenant, après, on a signé l'accord global. En 2023, accord global. Je ne sais pas en quoi est-il global. Parce que nous sommes toujours dans la même situation de ceux qui ont tout perdu. On n'a pas démarré, on n'a pas commencé et on ne sait pas même quand. Ça s'est même empiré après l'accord global. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. On va avancer. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de toutes ces années d'exploitation de l'uranium dans le sous-sol nigérien? Vraiment, de manière très claire, quel est le bilan aujourd'hui? Alors, pour moi, le bilan donc, de 53 ans d'exploitation au Niger, il faut les scinder en groupe. D'accord. D'abord, quelle est la quantité d'uranium qui a été extraite toutes ces années-là? Et ensuite, quelles sont les retombées pour Orano aujourd'hui et l'État nigérien? D'accord. Et après tout cela, quelles sont les conséquences en matière d'environnement? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire sur ce point-là, c'est que, je le disais tantôt, Somaïr a commencé son exploitation en 1971. Et en 2022, Somaïr avait exploité 115 000 tonnes d'uranium métal. 115 000 tonnes de métal. Voilà, donc d'uranium métal. D'accord. Et en 2023, Somaïr a pu extraire 1130 tonnes d'uranium métal. Okay. Alors que Cominac, durant sa phase de 118 à 2021, donc Somaïr aussi a pu extraire 115 000 tonnes d'uranium métal. Maintenant, au niveau de basilic, parce qu'il y a les Chinois qui ont pu produire quelques temps, ils ont pu produire 6 000 tonnes d'uranium. Alors il faut dire aussi que les prix de l'uranium n'est pas standard, n'est pas fixe. Donc c'est des prix qui sont négociés d'année en année. Donc ça varie d'environ 5 000 francs à 75 000 francs en 2023. D'accord. Alors
cela fait que il faut faire des calculs minutieux en fait pour voir grosso modo, comme je dirais, donc combien on a pu vendre l'uranium. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le prix d'exploitation. Donc on produit de l'uranium avec un certain prix d'exploitation. Donc il faut faire la différence entre le prix de vente d'une année donnée et le prix d'exploitation pour faire la différence s'il y a bénéfice ou non. On prend exemple, en 2022, donc Somaïr avait vraiment fait sa production, mais Somaïr a atterri avec un déficit de 7 milliards. Ce qui veut dire que malgré qu'on a fait toute l'année et qu'on a sorti toute la production voulue, on est quand même sorti perdant. Et du coup, il y a des prix qui arrivent à échapper donc, à l'État, tel que le dividende. Alors donc, en matière donc, de revenus du point de vue financier, ces sociétés minières-là, d'une manière ou d'une autre, donc, arrivent à s'en sortir. Maintenant, le Niger ne gagne que des miettes. Parce que c'est vrai que donc, chaque année, il y a la redevance minière, il y a la redevance superficielle, il y a la taxe et impôts. Voilà, maintenant, au niveau des localités aussi, il y a certains appuis que ces entreprises-là accordent. Mais finalement, quand on vient, parce que pour faire le constat, il faut être sur place. Quand on vient, qu'est-ce qu'il y a qui prouve que ces sociétés-là ont existé et ont apporté quelque chose donc, à l'État. Donc là, on n'a pas besoin d'un expert. Donc la situation, ça se voit. C'est visible. C'est très visible. Et ce qui est très paradoxal, c'est que dehors 2015, quand il y a eu la ruée de l'or, on a vu la ville se transformer. Aujourd'hui, quand on vient, et bien sûr, il faut aussi noter qu'il y a la ville, donc il y a le camp donc, de ces sociétés minières-là, et la ville indique. Donc avant, la modernité, on dirait, donc c'est tout au niveau du camp, donc avec des logements électrifiés, avec des climatiseurs pour certains. Mais quand on est au niveau de la ville avant, c'était vraiment la campagne. Mais aujourd'hui, quand on vient de la ville avec l'eau, on voit des maisons à étage, on voit des commerces, vraiment reste alors tout à fait. Donc ce qui fait apercevoir que du point de vue retombé, le Niger n'a pas eu grand-chose. Voilà. C'est vrai qu'il y a des employés, donc en fonction des périodes, donc ça a tenu entre donc au niveau de Comac et Somaï, donc des équipes ont varié, c'est souvent 1700 ou souvent moins. Donc il y a des salariés qui arrivent quand même à avoir des salaires bien un boulot. Mais il faut aller aussi voir aujourd'hui la situation de ces salariés-là. Elle est comment? Alors qu'on sait qu'un expatrié quand il vient, et son salaire n'est pas le Nigérien. Il n'est pas de réaction. Donc c'est ça. Donc dans la vie d'entreprise, il y a deux poids, deux mesures. Donc il y a des salariés qui sont donc nationaux, qui sont marginalisés du point de vue donc revenu, qui sont et qui ne rentrent pas avec donc, le traitement donc, des employés locaux. Donc maintenant, s'il faut aller regarder du côté environnemental, quand on vient à Comac, comme à Arlit, donc on trouve qu'il y a des monticules, il y a des grosses montagnes. En fait, ce n'est pas quelque chose. Soit des stériles qu'on a creusé donc des fosses, ou bien c'est le résidu des traitements, c'est des montagnes radioactives qui sont là, qui communiquent environ 20 millions de tonnes à ces niveaux qui sont laissés. Et il y a des fosses qui sont là. Comme on sait que Cognac, c'est une île à ciel souterraine, ça veut dire qu'on ne vient pas voir de tout, mais il y a des galeries. Maintenant, ces galeries-là, ça fait environ 600 km. Environ 600 km. Et quand Cognac a arrêté ses activités de production, ces galeries-là sont restées, c'est seulement des orifices qui sont bouchés, qui sont aujourd'hui en train de connaître des périodes parce qu'il y en a qui s'effondrent. Donc, on aura un débat spécifique sur cette question de l'environnement. Voilà, d'accord. Donc, quand on vient côté Somaïr, c'est vrai que Somaïr, au fur et à mesure, remblait certaines fosses, mais quand on vient au niveau du plan environnemental, on verra toujours la montagne de stérile qui est là. On sait quoi en faire, et on sait que dans toute exploitation minière, il y a des déchets. Donc, il y a des déchets solides, les stériles et les pièces contaminées. Il y a des déchets liquides, notamment parce que il y a des bassins qui arrivent
quand ils ne sont pas contrôlés, donc arrivent à s'infiltrer, à aller pouvoir donc attaquer des nappes. Donc maintenant, on sait qu'il y a des explosions, donc des émanations de l'air, donc c'est à peu près ça, le bilan. Donc, là, il faut dire que ces sociétés-là, donc, pour la population ou bien pour les travailleurs, ont pu donc construire des infrastructures. Donc ça, pour nous, et ce n'est pas des valeurs ajoutées, parce que c'est pour pouvoir mettre les travailleurs dans des conditions pour pouvoir donc travailler. Parce que quand il n'y a pas de personne, il n'y a pas de travail malgré le nombre de machines qu'on peut avoir. Tout à fait. Merci, monsieur le CG Ambassadeur. Merci. Oui, Al-Moustapha, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce bilan qu'on peut tirer de toutes ces années d'exploitation de l'uranium dans le sous-sol nigérien? D'abord, avant de revenir à la question, j'ai l'impression d'avoir Orano devant moi. Ah oui. Parce que tant qu'on parle de prix, c'est-à-dire quand les gens sont dans une logique de prix, pour moi, c'est des Français. Parce que l'uranium est exploité par Orano, vendu par Orano, acheté par Orano. Et pour faire des centrales nucléaires, jouer ces histoires de prix, c'est vraiment insulter les Nigériens. Parce qu'il n'y a pas une question de prix. Il monte, le prix baisse. Il baisse où? Il monte où? L'énergie. Ce qu'il faut dire, l'énergie, la santé, la sécurité, c'est des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, qui va s'en passer de l'énergie? Qui va rester dans les ténèbres? Personne. Et surtout, la France, nous, l'Allemagne, 3 sur 3 ampoules, 2 ampoules français ou allemands sont alimentés par l'uranium nigérien. La France vient de monter le prix de l'électricité de 10%. Alors on va venir ici, on va nous parler de prix. Quel prix? D'accord. Donc vraiment, sur ce sujet-là, j'aimerais qu'on s'entende bien. Nous, pour nous, ce n'est pas du tout cela. Maintenant, revenons un peu 50 ans. Oui, 50 ans. 50 ans d'exploitation d'uranium, comme il l'a dit, il y a plusieurs aspects, il faut dire. Par exemple, quand on a commencé l'exploitation de l'uranium dans les années 68, il y avait 0 mécanicien nigérien, 0. Aujourd'hui, on a l'avantage que les Nigériens se sont spécialisés dans l'exploitation de l'uranium. Ça, c'est quand même c'est un acquis. Mais cet acquis-là, c'est ce qui amène Orano aujourd'hui à nous imposer l'ICSI, Institut ou l'ISR. Cependant, il faut amener d'autres experts. Ça veut dire que nous, on va faire de nous encore des badauds, des noms qui ne connaissent rien du tout. Et c'est pourquoi il faut s'imposer. Non seulement il y a l'aspect environnemental, comme vous avez dit, on va revenir, mais il y a cet aspect aussi, les acquis que nous avons acquis, parce que nous sommes spécialisés dans le mines et dans les carrières. Pourquoi aujourd'hui on va nous imposer une autre façon d'exploiter l'uranium pour faire de nous tout simplement des idiots? Arrêtons cela. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont aidé Orano pendant 50 ans à exploiter ou bien à, je ne sais pas moi, notre uranium sans que l'on en profite. Je les appelle vraiment à se repentir. D'accord. Et j'appelle aussi le général Tchani à leur demander solennellement de se repentir pour dire qu'ils sont des Nigériens et c'est des ressources nigériennes. Et les ressources, il faut qu'on en profite quand même. On n'a pas besoin de grandes montées pour faire comprendre que c'est nos ressources, il faut qu'on en profite. Un jour, j'ai rencontré un blanc. J'ai dit, mais attendez, vous avez fait les mêmes bêtises que chez nous. Il me dit, oui, on a fait des bombes nucléaires, on a fait des centrales nucléaires, mais chez vous, il n'y a rien. Mais chez nous, il n'y a rien. Et pourquoi il n'y a rien? Et on continue à croire ce que je disais, ce qu'on nous dicte à partir de la France. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est bâti pour qu'il y ait la nigérisation. Il est là, remarque. On s'est bâti pour que la nigérisation soit. Mais aujourd'hui, les Nigériens, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Les Nigériens nous montrent comment non, eux, ils sont plus français que français. Ils sont plus rois que les rois. C'est-à-dire aujourd'hui, Soumaïr, là dont on parle, quand vous allez à Soumaïr, moi j'ai commencé à Cominac le 8 mai 1978, quand vous allez, et je suis venu le 26 juin 81 à Cominac, à Soumaïr. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les travailleurs, mais c'est un désastre. Ce sont des prisonniers. Tous les avantages qu'on a connus n'existent plus. D'accord. On a mis la sous-traitance, on a mis je ne sais pas quoi, de n'importe quoi. Et aujourd'hui, il est là, il est syndicaliste. Dans leur magasin de vivres, nous à l'époque, qu'il pleut ou qu'il neige, on a les sacs de 1000 à 3000 francs. Qu'il pleut ou qu'il neige, on a les sacs de 50 kilos à 5000 francs. Aujourd'hui, dans leur magasin, c'est vide. Et d'ailleurs, c'est comme chez les tabliers, chaque matin, on augmente le prix. D'accord. Donc, toutes ces choses, je pense que, en fait,
il faut les regarder en face. Pour dire que vraiment, on n'a pas profité de notre uranium, mais au contraire, on s'est foutu de nous. D'accord. Merci, Alessandro. Oui, Ramar, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce bilan qu'on peut tirer de 50 ans d'exploitation de l'uranium, le sous-sol c'est que de quoi nous héritons. Parce que quand il y a un bilan, il y a un héritage. Oui, bien sûr. Un des principaux héritages que nous avons fait, ce sont les 40 millions de tonnes de résidus. D'accord. Les 40 millions de tonnes de résidus. Entre sommaire et communal, on ne sait pas quoi en faire. En fait, d'accord. On ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est le premier. Ça, ils vont nous laisser ça, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ils vont nous laisser ça. Ils vont nous laisser. Ensuite, donc, quand on regarde sur le plan environnemental, aucun respect, il n'y a pas de... C'est depuis aux années 2000, c'est à ce moment qu'on a avoir les sociétés minières s'occuper de la santé, des rayonnements ionisants et de tout ça. Toutes les autres années qui sont passées, les gens ont travaillé comme ça. Et c'est pour ça que ces gens-là, ce sont les plus malades. Donc ça, c'est un héritage qu'on a eu. Et la maladie de la radioactivité, elle ne commence pas seulement chez le père. Elle peut se transférer chez le fils ou le petit-fils. Oui, bien sûr. Ça, c'est un héritage que nous avons. Donc, un autre héritage, c'est celui de la contamination, des risques de contamination des eaux. Parce que je préfère parler de risques de contamination des eaux. Quand je prends par exemple la Cominac qui est fermée, parce que c'est le moment de faire le bilan, la Cominac est fermée. Il y a un risque de par rapport à la fermeture. La mine de Cominac elle-même, elle a été fermée, c'est-à-dire la porte de la mine et tous les trous qui mènent à la mine sont fermés. Ils sont bouchés. À l'intérieur de la mine, comme l'a dit Adam, il y a 600 km de galeries. Et à terme, les 600 km de galeries vont être remplis d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les nappes, a une profondeur de plus de 200 mètres. Toutes situées entre 230 mètres. Et il y en a les nappes qui sont à 230 mètres et il y en a qui sont à 60 mètres. Toutes ces nappes-là, telles que la nappe Telwa, la nappe Terrat, toutes les nappes que je vais citer, la nappe Isogouane, toutes ces nappes-là risquent de se mélanger des galeries. D'accord. Donc, quand on parle de nappes, ce n'est pas seulement Arlit, ça va jusqu'à Taouati. Toutes les nappes vont être... Il y a ce risque-là qui est là. D'accord. Ce risque-là, il est là. Donc, il y a une surveillance qui devait être faite, qui n'est pas faisante et qui ne donne aucune pour que nous ne puissions pas avoir la contamination de nappes ici. Donc ça c'est un grand risque et c'est ça un des grands héritages qu'on nous laisse par rapport à la mine de Cominac. Maintenant, la mine du Moraren, elle-même, lorsqu'ils ont parlé de faire l'exploitation ISR, donc c'est pour ajouter à la contamination de la Cominac. Quand on va faire l'ISR, ça va être pire. Donc on va en augmenter et là on ne s'en sortira pas. Nulle part au Niger. Jusqu'au fleuve, on ne s'en sortira pas. Et c'est vrai que les hydrologues, eux, ils ont la capacité de nous démontrer que non, ça ne va pas se casser comme ça. Mais nous, il y a un risque de contamination des eaux au Niger. Voilà donc. Merci. On va avancer. Quelles sont, en quelques mots, on va insister, les conséquences pour la région de l'exploitation de l'uranium durant pratiquement 5 décennies? Vraiment les conséquences. Parce qu'il a déjà commencé. Alors, les conséquences pour moi, c'est de deux ordres. D'accord. Les conséquences sur les humains. Et il y en a les conséquences environnementales. Je dirais, au risque même de répéter, qu'il faut venir sur le terrain pour constater. Il faut des actions pour analyser. Et donner un recours correct. Nous savons que, je l'ai dit tantôt, malgré tout ce que l'on dit, ces entreprises ont quelque chose. C'est quoi qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des gens dont aujourd'hui les populations sont en train. On ne peut pas les ignorer. On reconnaît ce qu'on a reçu et qu'on peut avancer. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est les conséquences, je dis. Honnêtement, quand on fait... Parce que quand on a vu Cominac, avant de faire bien un programme pour rétablir le terrain à l'état normal et de l'améliorer. Mais quand on voit
les plans d'action ont été exécutés à moitié. Aujourd'hui, la situation elle est indésirable. Ouais. Donc ça, c'est malheureusement du travail inachevé. Donc il y a cela, effectivement. Okay. Maintenant, du point de vue environnemental. En fait, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas, en fait, il n'y a aucune, certitude okay. que les gens ne seront pas surpris dans quelques années. D'accord. Quand on prend, il l'a dit, nous on a des géologues, ainsi de suite, il n'y a pas un seul qu'on a rencontré qui est confiant à l'avenir. Ok. Dans le on est en train de l'eau sur lui, et de l'eau contaminée. Et à côté, on a un terrible de l'eau de temps. Et ce terrible de l'eau de temps, selon les informations, n'est même pas étanche. Ce qu'on va mettre, la pluie, l'eau, ça va tout suivre son chemin. Son cours normal. Oui. Son cours normal. D'accord. Ça, on a... Quand on vient côté solar, je l'ai dit aussi, donc les déchets sont là. Donc les conséquences environnementales là existent. Et il faut les reconnaître pour dès aujourd'hui trouver des solutions. On va faire parce que sinon, voir ce qui sera fait dans ce sens-là. Voilà. Parce que sinon, c'est un mauvais héritage qu'on aura laissé donc à la future. D'accord. Voilà. Merci Abbas. Merci. Oui. Qu'est-ce que vous allez... Conséquences toujours pour la région, pour l'exploitation de plus de 5 décennies aujourd'hui. Je suis très content du retrait du permis d'or. Parce que j'imagine qu'on va négocier mieux les contrats. D'accord. Pour ceux qui veulent, en tout cas, exploiter l'uranium avec nous. Ok, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour de cette question. Il y a peut-être d'autres qu'on va dire au président lui-même, si jamais nous avons l'occasion de le rencontrer. De les rencontrer. Ok, d'accord. Mais nous pensons que, par exemple, on parle de l'averse à résidus. L'averse à résidus, la bêtise qui a été commise, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de soubassement. L'acide et le jus ont eu la chance d'attaquer pendant 50 ans la nappe. Maintenant, on parle de cognac. Pour Soumaïr, c'est encore caché. Ah oui, encore caché. Il y a des zones d'ombre. Mais bien sûr, parce qu'il y a déjà des puits qui sont contaminés. Et ça, ils le savent, Soumaïr. Et ils ont mis à arrêter. Ils ne le disent pas. Ah, ils ne le disent pas. Parce qu'en fait, on dit qu'il ne faut pas faire peur les gens. C'est-à-dire, les gens, il faut les tuer, mais il ne faut pas leur faire peur. C'est ça la technique qui est utilisée. D'accord. Donc, et quand on a fait ces verses, il n'y a pas eu de soubassement. Et je l'ai dit pour prendre des dispositions par rapport à Govex, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que, et pour lui, bien sûr. Bon, ils veulent faire pire, parce que ce sont des vrais criminels, ils veulent faire l'injection. L'histoire de Imo, c'est arrêté, non? Depuis le 24 juin dernier, je pense. C'est arrêté ou non? En fait, elle s'est arrêtée pour Orano. Mais je pense qu'en fait, il y a peut-être d'autres. Il y a d'autres partenaires. Pourvu qu'ils acceptent les conditions, d'accord. que l'État va leur proposer. Et d'ailleurs, c'est le problème qui se pose. Parce qu'on leur a dit de commencer, on leur a mis la mise à demeure, il y en a eu combien? Deux fois. Pour leur dire, pour l'appeler un peu, Imoram devrait commencer depuis quelle date? 2009. Depuis 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Et depuis 2000 jusqu'en 2020, rien n'est fait. On a vu le terrain est vide, il n'y a pas de conteneurs qu'on a trouvé un peu partout sur le site. Ça, c'est pour nous insulter, pour nous dire que l'argent, ce n'est rien. C'est pourquoi les conteneurs là sont là. La dernière fois, quand on est venu avec le ministre, ils nous ont amenés là-bas pour nous présenter une fouteuse. Moi, je l'appelle comme ça, pour dire qu'ils vont commencer en 2023, en 2024, ils vont faire ceci en 2065, et ils vont faire ceci en 2026, ils vont amener les jus, ils vont les traiter à Soumaïr. Alors qu'ils ont prévu une usine ici. Maintenant, pourquoi ils ne veulent rien faire? C'est là où c'est pour... Et souvent, je dis, il leur manque l'ingénierie sociale. Ils n'ont pas des ingénieurs sociaux. Parce qu'en fait, eux, ils sont à saisir, ça peut attendre. Mais nous, on a envie de vendre notre uranium. Parce qu'on en a besoin pour notre développement. On en a besoin pour notre jeunesse. Pour donner de l'emploi à la jeunesse. Mais on nous dit qu'il faut l'amener au calendrier grec. Ça ne marche pas. Un peu du respect. Voilà, moi, comment je vois, en tout cas, les choses. D'accord.
Merci à vous. Oui, Ramar, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va à la dernière question pour finir. Hein, Je pense qu'on ne va pas quitter le site du Morarem sans parler du retrait du permis. Ah oui, bien sûr. C'est une des conséquences. Ah oui, la manière dont comment vous avez apprécié cette décision du Alors moi, je pense que le gouvernement a pris une bonne décision. Une bonne décision. C'est une bonne décision, d'autant plus que je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont prise. Ouais. Ils ont regardé et que s'ils ne prenaient pas cette décision, ils feront comme tous les autres qui sont passés, qui ont fait les accords globaux, les accords stratégiques pour n'aboutir à rien du tout. Okay. Donc ils vont les retirer. Maintenant, si les gens veulent les renégocier, ils n'ont qu'à venir les négocier au Niger. Les Nigériens sont capables de dire ce qu'ils veulent. Parce que ça aussi, on a fait un débat là-dessus sur les nouvelles perspectives. Hein, après ce retrait vraiment du permis de qu'est-ce qu'il faut faire après? On verra bien dans notre prochain débat. Voilà. C'est une des conséquences de l'exploitation de l'uranium, c'est que les cadres au niveau du ministère des Mines et au niveau des sociétés minières, ils n'ont pas cet esprit d'indépendance. Quand on les envoie négocier, ils vous reviennent avec des choses. Aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de dire. Ils nous reviennent avec des choses. C'est une chose que vous allez vous imaginer, est-ce que réellement ces gens-là, ils vont négocier? Ils sont comme dans une sorte de caserne, je pose la question, moi, ces cadres dont vous parlez. Il y en a qui dépendent de leur salaire, malheureusement. Très bien. Ok. C'est tout. Ils dépendent de leur salaire et ils pensent que le salaire, c'est fini, on va à la retraite enfant. Puisque vous avez négocié de mauvais contrats. Il faut être sérieux. D'accord. Il faut aller négocier de bons contrats et il faut aller faire ce que la population veut. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est fini. Nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement a donné, le CNSP a donné, disons, un certain espoir, une certaine liberté d'esprit aux cadres nigériens pour que, quand ils viennent s'asseoir devant une table avec un Européen, et ils doivent dire, parce qu'avant, ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc, il faudrait qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de négocier comme ils veulent. Et il faut que ceux qui sont sur place, ceux qui dirigent les sociétés, parce que j'ai mis le rappeler, en 2014, quand on a dit que les directions générales vont revenir au Niger. On a donné les directions générales au Niger. Mais on a retiré le pouvoir aux directeurs généraux. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent même pas vous signer un des coquilles vides. C'est ça qui. Et on leur impose des tas de choses. Évidemment, ils ne peuvent pas le dire, ils se taisent comme ça. Mais nous, quand nous le disons, je pense qu'il vaut mieux nous écouter. C'est-à-dire qu'on impose aux Nigériens des tas de choses à cause des salaires qu'on leur donne. Ce n'est pas normal. D'accord. Merci. Pour finir, et quel sera le revue en direction du CNSP? Même si décision historique du 24 juin dernier. Je préfère répondre par des exemples concrets. D'accord. Ici, nous avons deux anciens de Somaïr. Ils ont tous travaillé à la Somaïr, donc ils se séparent. Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? C'est la question. Voilà, donc en fait ça c'est un exemple vivant de ce qu'on est vivant, c'est ce qu'il faut aussi corriger. D'accord. Pour le Niger. Il faudra véritablement que le Niger ait ses propres entreprises, ses propres sociétés. Comme ce qu'on est en train de voir par rapport au pétrole, puisqu'on a vu la situation. Effectivement. Mais il ne faut pas aussi s'arrêter là. Il faut aussi aller à la transformation. D'accord. Parce que sinon on ressemble à des cultivateurs qui cultivent et qui revendent juste. Un commerçant ou bien un entrepreneur, il transforme. Voilà. Maintenant, du point de vue environnemental et autres, il faudra que l'État prenne ses responsabilités. L'État ne doit pas attendre les résultats des sociétés minières. L'État doit avoir ses propres expertises, ses propres moyens pour venir faire la comparaison. C'est ce qui doit l'être. Donc c'est vrai. Message à la niveau du CNSP. Tout à faire. Tout est à refaire. Voilà. D'accord. Merci Abassa, merci. Oui, Al-Moustapha, quel sera votre message? Et qu'est-ce que vous devenez pour reprendre la question, puisque dit que vous avez travaillé pendant... Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? En fait, nous que tu vois là, les vieux là, ce sont les meilleurs quoi. Ah oui, ouvrez le meilleur. C'est bien portant là. D'accord, on est là. En fait, voilà. C'est vrai, il a raison de le dire. Voilà. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes en poste, on vous embête sécurité, santé au travail, etc. Alors que quand vous êtes encore au travail, ça veut dire que vous êtes d'abord jeune, vous êtes en bonne santé. Et vous êtes suivi médicalement. D'accord. Mais quand on part, par exemple, on n'est pas suivi médicalement. Nous autres,
en réalité pour faire l'observatoire de la santé de la région d'Agadez, qui aujourd'hui, je ne sais pas, il se trouve à Terra où il se trouve, je ne sais pas, parce qu'on l'a déménagé d'Arlit totalement. Et ça, c'est malheureusement, ça fait encore une fois de plus très mal. Et tout ça, on a le fait pour ne pas dépenser de l'argent. Mais on ne peut pas soigner sans dépenser de l'argent. Or, Oranos sait bien gérer les malades, les anciens miniers, parce qu'ils ont eu 250 000 chez eux. Et pourquoi ici, il n'y a eu que 2000 seulement? 2000. Oui, 2000 seulement. 2000, pardon, 2000. Oui, donc ces 2000-là, il n'y a pas grand monde. Peut-être on est 5000 qui sont vivants. Bien sûr, d'accord. Il n'y a pas grand-chose. Donc je pense que vraiment, là aussi, d'ailleurs, j'appelle le CNSP de regarder cet aspect de l'Observatoire de la santé de la région d'Agadez, parce que je pense que c'est un bon outil. C'est un outil qu'il faut entretenir pour les anciens travailleurs. Sinon, donc, à notre appel, il faut que les techniciens de l'État, du ministère des Mines et des cabinets du Premier ministre, des fois, quand ils font un certain nombre de choses, ils doivent se renseigner sur leur territoire. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le stock de RDS. À un moment, on a revendiqué un stock pour l'après-mine. L'après-mine, pour nous, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de créer des unités de transformation, des choses comme ça, pour que même quand on va fermer des mines, Arlit, en tout cas, continue à vivre. C'est lui qui l'a revendiqué. Maintenant, ils ont trouvé les techniciens là-bas, ils ont fait de ça un stock de RDS, l'aménagement du site. Or, le réaménagement du site est prévu par la loi. On a même dit, mieux que ça, la loi dit qu'il faut mettre de l'argent de côté dès le démarrage. Mais on vient, tout ce qu'on demande ici, là, ils vont chez ces techniciens-là, je ne sais pas comment ils l'ont dit. Donc, l'appel que nous avons au CNSP, c'est de dire à ces techniciens-là, chacun n'a qu'à faire son boulot. Et puis, celui qui ne fait pas son travail, il peut aller se reposer en prison, c'est pas un problème. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette allure. Après ce qui s'est passé pendant 50 ans. On ne peut pas continuer dans cette allure, c'est inacceptable. Merci à Moustapha. Merci. Oui, Ramar, qu'est-ce que vous avez comme message pour finir avec vous? Pour finir, donc, moi, le message que j'ai à l'endroit du CNSP, c'est d'imposer à toutes les sociétés minières qui exploitent les ressources naturelles de s'occuper du développement local. Que le gouvernement fixe un taux ou un pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être direct. C'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. D'accord. Pour l'exploitation de l'uranium, pendant 50 ans, ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. D'accord. Qui doit être mis à la disposition des collectivités. À part la redevance minière, parce que la redevance minière, c'est l'État qui l'a créée. C'est ceux qui les reçoivent qui la lèvent, qui le donnent. Maintenant, les sociétés, ils ont une responsabilité sociale et environnementale. Donc, du point de vue responsabilité sociale et environnementale, ils doivent participer au développement local. Donc, pour participer à ce développement local, ils doivent prévoir leur budget, un pourcentage, conformément à leur recette, aller aux collectivités directement. Je donne un exemple. Quand on voit la redevance minière, ça date de 2006. 2006. C'est pas loin, ça date de 2006. Visiblement, c'est la redevance minière que l'État doit verser. Il faut le rappeler ici. Aujourd'hui, les collectivités de la région d'Agadez ont un retard. Ils n'ont pas perçu près de 18 milliards de francs CFA. Il y a 15 communes. Aujourd'hui, si on donne 1 milliard à chaque commune, je pense qu'on le verrait des yeux. D'accord. Mais ces 18 milliards-là, qu'est-ce qui a été fait avec ces 18 milliards? Qui les a dépensés? C'est ça la question. Et ces questions-là, ça fait longtemps qu'on est en train de les poser, on ne trouve pas les réponses. Vous n'avez pas les réponses? Il n'y a pas de réponse. D'accord. C'est bon pour votre message, c'est bon? Oui. Très bien. Merci. Merci vraiment, Rama, pour votre contribution à ce débat. Merci. Et tout ce que vous avez développé et soutenu. On a vu, vous êtes vraiment des anciens de la Somalie ou de la Comnac, en tout cas du secteur minier où vous connaissez parfaitement tout ce qui s'est passé en 50 ans. Vous l'avez rappelé ici. Et j'espère bien que ce que vous avez vécu là, on va prendre ça comme expérience, exemple pour éviter les erreurs pour le futur. Merci, monsieur le président Al-Mustafa. Vraiment, merci pour votre contribution aussi. Elle est très enrichissante. Vous avez apporté beaucoup d'informations sur comment l'exploitation minière a été menée et vraiment sur le département d'Arlit pendant plus de 50 ans. Et j'espère que votre expérience va contribuer beaucoup
à enrichir bientôt l'exploitation de l'uranium. Si jamais on a d'autres partenaires qui vont sans doute venir, pour le cas du Marem, on va, puisqu'on a vu une Marem qui depuis 2009 jusqu'au aujourd'hui, ça n'a pas démarré, donc vraiment il y a un problème. Et on espère que votre expérience va permettre de pouvoir voir comment il faut faire pour redémarrer l'exploitation en relation avec les autorités et les responsables du ministère de l'Énergie. Merci à vous. Monsieur le CG, merci. Merci pour votre sincérité et honnêteté, parce que bon, vous avez reconnu qu'il y a eu quelques acquis, ce qui est vrai, parce qu'on ne peut pas dire aussi en 50 ans que bon, rien n'a été fait, mais ce qui a été fait, c'est peut-être en direction de vos camarades, de vos collègues, mais sinon l'État, tous vous avez reconnu qu'il n'a pratiquement rien bénéficié. Vous avez parlé de recettes, on a vu, pratiquement on ne sait pas à quoi ça sert. Pendant le pays a gagné, on ne sait pas. Mais on va continuer le grand débat ici sur place. On est venu pour ça. Donner le maximum d'informations en tout cas aux populations qui vont expliquer tout ce qu'elles ont vécu pendant ces 50 ans d'exploitation de l'uranium au Niger et plus précisément dans le département d'Arlit. Merci à vous. On va s'arrêter là. On espère se retrouver très bientôt sur d'autres thématiques. Pourquoi qu'on fasse la campagne pour Orano qu'ils ont fait quelque chose de bien? Ils nous étaient pas. On ne peut pas faire des campagnes. C'est pas une campagne. Quand on dit qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce qu'on veut que c'est... Oui, ça va. C'est le problème. Ça, c'est le cas. C'est dans le chat. C'est bon, on va faire le débat après. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le grand débat, vous l'avez constaté vous-même, a pris ses quartiers à Arlit et le prochain thème de votre émission portera sur les retombées de l'exploitation de l'uranium pendant plus d'un demi-siècle. Excellente soirée à tous.